Donc, l'objectif de la présentation était de vous parler justement des partenariats qui peuvent être créés avec les milieux. C'est une préoccupation que j'ai comme chercheur et j'ai eu vraiment une très belle opportunité de travailler avec la Société des soins palliatifs du Grand Montréal. Puis c'est un peu l'exemple que je voulais vous présenter pour faire un lien avec le titre de la présentation qui était relié justement à créer des partenariats et comment est-ce qu'on peut utiliser les connaissances de ces équipes-là, vraiment toute une expertise qu'ils ont, donc pour être capable d'avancer la recherche et de promouvoir une meilleure qualité de soins. Donc, je vais vous parler des facteurs, le projet de recherche qui est de comprendre les facteurs qui soutiennent le maintien à domicile et le décès à domicile des personnes en fin de vie, une étude séquentielle à devis mixte. Donc, je veux aussi vous parler de notre merveilleuse équipe de recherche. C'est des gens de différentes expertises. Donc, c'est le beau de ces projets-là. Donc, on a un économiste de la santé, des gens avec de l'expertise au niveau soins infirmiers, au niveau des recherches mixtes et aussi au niveau des recherches qualitatives. Puis, vraiment une très, très belle équipe et je suis très, très contente. On a aussi le financement du ministère qui avait beaucoup de préoccupations du côté des soins palliatifs, comme vous savez très, très bien. Donc, au niveau des enjeux, là, la perspective du départ vu que je suis la première personne là, qui présente aujourd'hui, on est vraiment parti de la perspective que l'ensemble des soins dispensés aux personnes atteintes d'une maladie qui limite la durée de leur vie était ce qui nous préoccupait. Il y a beaucoup d'inégalités, comme vous savez, au niveau de l'accès aux services et aussi que les soins soient donnés dans un temps opportun. Puis, quand on regarde, ce n'est pas juste un problème ici au Québec. Quand on regarde ailleurs au Canada, par exemple, on parle de 15 % des personnes au Canada qui ont accès à ce genre de services. Et ici, au Québec, moins que 10 % des personnes décèdent à domicile lorsque c'est leur souhait. Donc, il y a vraiment un rôle central pour les équipes de soins et soutien à domicile et aussi de soins dans la communauté pour la prise en charge pour les personnes qui sont en soins palliatifs et des soins de fin de vie. Donc, pour le projet, ce qu'on voulait faire, c'était d'identifier avec les personnes, donc chez les personnes qui étaient en fin de vie, des prédicteurs de leur maintien à domicile ou encore d'un transfert à l'hôpital, de la perspective, donc, des prédicteurs qui touchaient soit les patients, les équipes ou encore au niveau organisationnel. Donc, qu'est-ce qui vient influencer ça? Puis, au niveau de la perspective des patients et des proches et également des gestionnaires et des intervenants du milieu, on voulait comprendre, une fois la base de données analysée et qu'on avait des chiffres pour nous aiguiller, qu'est-ce que ça voulait dire pour ces gens-là, cette expérience-là? Donc, on voulait aussi comprendre, une fois les analyses statistiques faites, quelle était la pertinence de ces indicateurs-là pour ces différentes parties prenantes-là. Donc, c'est un devis séquentiel. Donc, le premier tour, c'était d'analyser la base de données qui était celle de tous les usagers de la période de 2015 jusqu'au 31 janvier 2021. Vous comprendrez qu'on a commencé la période COVID aussi avec ça. Donc, ça nous a permis un peu d'avoir une idée de l'impact que cela a eu. Également des entrevues qui étaient faites avec l'ensemble des parties prenantes que je vous disais tout à l'heure. Donc, cette phase-là, elle est qualitative. Et les deux ont une importance similaire. Là. Quand vous voyez les désignations, là, les deux sont en majuscule. Donc, au niveau, si je pense, on va mettre le chapeau quantitatif, donc les variables qu'on voulait regarder avec l'analyse de la base de données touchaient les usagers. Donc, je vous disais tout à l'heure, donc on regarde des choses comme la date d'admission, à quel moment ils sont arrivés avec la Société de soins palliatifs, l'âge de la personne, le sexe, sa condition de santé principale, les comorbidités. Donc, c'était des choses qu'au niveau des écrits et aussi en parlant avec des équipes qui nous disaient était importante de considérer, la présence d'un proche aidant, les hospitalisations et également la COVID-19. Au niveau organisationnel, on voulait comprendre quel était le CIS ou le CIUS d'appartenance et aussi d'où provenait la référence, donc de qui avait demandé d'avoir des soins palliatifs pour la personne. Au niveau processus de soins, on voulait regarder des médicaments, puis je vous dirais qu'avec, pour toutes sortes de raisons, incluant la COVID à dos large, on n'a pas pu avoir accès aux listes de médicaments pour les usagers, donc on n'a pas pu faire ces liens-là, mais il y a sûrement quelque chose de vraiment pertinent à faire de ce côté-là. On a regardé le type de rendez-vous et services que les gens ont reçus, soutien psychologique et également accès à du répit.
pour être capable de faire des liens. Puis là, vous verrez, là, ça va sonner donabésienne à vos yeux, là, structure, processus, résultat. C'est ça qui sous-tendait là, conceptuellement ces idées-là. Puis au niveau des variables qui étaient dépendantes, donc on a regardé le décès à domicile, les transferts définitifs, également les délais dans lesquels ces choses-là se sont produites. Donc, au niveau des analyses, on a fait de la description de tout ça. Il y en avait beaucoup de données. Et aussi des analyses multivariées, donc qui ont touché pour l'identification des facteurs. On a fait des choses comme des régressions logistiques. Donc, c'est quoi la force de la relation, dans quel sens que ça va. Donc, des choses de la probabilité de décéder à domicile ou encore d'être transféré. Et on a aussi regardé la vitesse de survenue, donc le temps que ça prend pour que quelque chose arrive. Donc là, dans ce cas-là, de l'analyse de survie. Donc, qu'est-ce qu'on avait dans la base de données? Ce que vous voyez en haut, donc une répartition assez égale hommes-femmes, à peu près le quart des usagers qui vivaient seuls à la maison. Et aussi au niveau du décès à domicile, donc on parle de près de 30% des personnes qui sont décédées à domicile et la période donc qui part de 2015 jusqu'à aujourd'hui. Puis l'âge moyen des personnes qui ont été inclus dans les analyses, donc près de 78 ans au niveau des usagers. Donc, quand on a regardé aussi les facteurs individuels pour la condition de santé, vous voyez en bleu, là, la très, très grande majorité des gens avaient un diagnostic de cancer. Défaillance d'organes de toutes sortes là, était l'autre catégorie à près de 5 %. Et au niveau de l'arrivée là, en période de COVID ou pas, c'est sûr qu'il y a une grande partie de la collecte de données qui s'est faite pré-COVID, fait que beaucoup de gens n'avaient pas été touchés par la COVID, mais quand même des personnes qui étaient déjà dans la base de données qui sont décédées pendant la période COVID et d'autres qui étaient arrivées dans la période COVID et qui étaient soit encore en vie ou encore qui étaient décédées à ce moment-là. Donc, au niveau organisationnel, la très grande majorité des gens venaient du CIUS de l'Est de l'île de Montréal, qui est un des CIUS principaux de la région, là, avec la Société de soins palliatifs, et également avec le nord de l'île de Montréal. C'est les deux milieux là, qui ont le plus d'interaction avec eux, et à peu près un 8 % qui venaient de différentes régions. Au niveau des référents, donc la très grande majorité, c'était le CLSC qui faisait la référence. Et dans à peu près 11 % des cas, c'était l'hôpital et très peu étaient de d'autres milieux, là, mais c'est vraiment le portrait le plus général là, dans ces deux cas-là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en termes de processus? Quand on a regardé le type de rendez-vous qui avait été, le type d'intervention qui ont été faites, qu'on a appelé des rendez-vous, 86 % des usagers avaient reçu des soins infirmiers ou des soins d'hygiène. Il y avait environ 28 % qui avaient eu du soutien bénévole et du transport, 23 % qui avaient eu du soutien psychologique et du répit qui était 19 %. Donc, il y a d'autres activités là, qui étaient quand même beaucoup moins fréquentes à ce moment-là. Au niveau des usagers, si on avait adressé un portrait des services qu'ils avaient besoin, on parle de près de 25 interventions, ça c'était toutes des moyennes ici, 25 interventions qui touchaient les soins infirmiers. Il y en avait 2,6 qui touchaient le répit, le soutien bénévole, transport, et les activités ressourcement, soutien, soins spirituels et formation, c'était des pourcentages beaucoup moindres. Puis ce sont des soins qui sont arrivés plus tard aussi dans la base de données. Donc, on les a beaucoup moins vus quand on a fait des moyennes. Ce qu'on voit, c'est qu'au niveau des différents types d'interventions, les personnes en ont reçu en moyenne 3,3. Donc, au niveau des hospitalisations, il y a eu, dans les personnes qui ont été suivies, 60 % des gens n'ont pas eu besoin d'aucune hospitalisation. Et ce qu'on voit, pour les gens qui en ont eu une seule, donc on parle de près de 32 %, il y a eu à peu près 5 % des usagers qui ont eu 2 hospitalisations et beaucoup moins là, qui en ont eu 3 et plus. Mais quand on regarde à côté le pattern des hospitalisations, ce qu'on voit, c'est qu'une fois la date d'admission faite avec la Société de soins palliatifs, c'est dans le premier 90 jours. Fait que dans le premier 3 mois, il y a beaucoup de ceux qui ont eu des hospitalisations ont été hospitalisés. Deuxième hospitalisation, à peu près la même chose. Un autre 90 jours plus tard, il y a encore eu une deuxième hospitalisation, mais la troisième hospitalisation arrive beaucoup plus rapidement. Donc, elle arrive vraiment à peu près au bout d'à peu près une vingtaine de jours. Et les durées d'hospitalisation sont toutes autour de 2 semaines et la dernière là, est plus autour d'une dizaine de jours. Donc, on voit un pattern que les soins s'accélèrent dans ce cas-là.
Donc, au niveau des délais, donc les décès à domicile, on parle d'une moyenne de 89 jours là, qui sont, où les gens sont inscrits à la soins de société à la SPAD. Puis les transferts définitifs qui sont plus autour de 133 jours. Là, je ne veux pas vous faire exploser le cerveau, là. Mais au niveau des facteurs, donc quand on regarde plus la modélisation pour comprendre la force de la relation entre les différentes variables, ce qui reste significatif quand on met tout ça ensemble, tous ces facteurs-là, les facteurs associés au décès à domicile touchent, si la personne vit seule, le soutien psychologique, avoir eu au moins une hospitalisation et du répit. Donc, pour ceux qui sont moins statistiques, au niveau de l'interprétation, ce que ça veut dire, c'est que la probabilité de décéder à domicile, donc plus faible pour les gens qui vivent seuls, plus faible pour ceux qui reçoivent du soutien psychologique et également qui ont été hospitalisés. Vous avez les pourcentages à côté. Lorsque vous recevez des services de répit pour ceux qui en ont besoin, c'est 2 fois plus grand, donc la probabilité de décéder à domicile lorsqu'on reçoit ces services-là, donc ce n'est pas anodin. Quand on regarde au niveau des facteurs qui ont influencé le transfert, vous allez voir qu'il y en a plusieurs qui reviennent. Donc, au niveau du nombre de rendez-vous, il y a vraiment un grand éventail de services qui ont été rendus. C'est de 1 jusqu'à 1000. Fait qu'on a essayé de voir est-ce qu'il y a une différence là, sur si on en soit 1 versus ceux qui en soivent 1000. Donc, ce qu'on voit, c'est que tous ces facteurs-là sont significatifs. On a séparé ça comme en 4 groupes. Mais aussi au niveau du sexe, donc si on est une femme, soutien psychologique, le soutien pour le transport, le soutien bénévole et au moins une hospitalisation. Mais là, la COVID commence à rentrer en ligne de compte. Puis au niveau de l'interprétation, donc on parle de la probabilité de transfert qui va être plus faible et on voit une gradation plus qu'on reçoit, dans le fond, des soins et services. Là, la probabilité d'être transféré est plus faible à ce moment-là, donc ça baisse. 1,14 fois plus grande pour les femmes que chez les hommes, 1,4 fois plus chez ceux qui ont reçu des soins psychologiques, presque plus de 2 fois plus grande pour ceux qui reçoivent du soutien bénévole et transport et 1,8 fois plus pour quelqu'un qui a eu la COVID et été hospitalisé au niveau de la probabilité d'être transféré. Donc, dans les délais de survenue du décès, ce que je voulais surtout vous montrer là, c'est la vitesse à laquelle ces choses arrivent. Quand on regarde là, le premier 3 mois, c'est 50% des gens qui sont décédés. Et quand on est rendu à une année, 95% des personnes qui sont admises avec la Société de soins palliatifs sont décédées à ce moment-là. Donc, c'est très rapide là, comme processus et il y a des implications au niveau des soins, donc c'est des choses qu'il va falloir regarder. Donc, les facteurs associés à la vitesse de survenue du décès à domicile, donc le temps dans lequel cet événement-là arrive, ce que vous allez voir, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs qui reviennent au niveau de leur signification. Donc, d'être une femme, vivre seule, le soutien psychologique, le transport, les répits et au moins une hospitalisation revient aussi dans la vitesse à laquelle ces choses-là peuvent arriver. Donc, la même chose au niveau de l'interprétation, là, je vais vous laisser en lire un petit peu, là, mais ces facteurs-là, donc, si les gens restent plus longtemps, là, donc si on est une femme versus un homme, ou encore pour les personnes qui vivent seules, pour les personnes qui reçoivent du soutien psychologique et également soutien avec bénévoles et transport, puis 1,6 fois plus pour les personnes qui ont du répit. Donc, c'est vraiment, on commence à penser à il y a une pierre deux coups, là, où si on agit activement sur ces facteurs-là, ça va avoir un impact vraiment important. Donc, au niveau des facteurs associés à la vitesse de survenue du transfert du domicile, donc on transfère quelqu'un à l'extérieur, encore là, ces mêmes variables-là reviennent. Ça commence à vraiment nous aiguiller là, sur les facteurs sur lesquels il faut travailler. Puis, si on regarde au niveau de l'interprétation, donc la vitesse de survenue pour les transferts du domicile, donc les gens restent plus longtemps. C'est moins rapide si on est une femme, moins rapide pour les gens qui ont eu du soutien psychologique, moins rapide chez les personnes qui ont du soutien bénévole et transport, moins rapide pour les personnes qui ont du répit, plus rapide pour les gens qui vivent seuls et aussi 1,4 fois plus rapide pour les gens qui ont eu au moins une hospitalisation. Donc, l'étape 2. Là, l'étape 1, elle est finie. Donc là, il faut poser plus de questions sur c'est quoi l'expérience des gens. Fait qu'on
On veut regarder cet aspect-là. Et là, on a commencé les entrevues en avril de cette année. On est un petit peu moins que mi-chemin. On va en faire à peu près une centaine. Donc, patients, intervenants, gestionnaires, proches aidants. On commence à avoir un petit peu plus de diversité. On a fait de l'analyse de contenu avec les entrevues. Donc, au niveau des thèmes, là, où on en est rendu jusqu'à maintenant, là, jusqu'à date, on a codé tout ce qu'on avait. Et il y a environ 38 thèmes qui touchent les patients, 65 qui touchent les intervenants et environ 16 au niveau du système de santé et 17 au niveau des résultats qui seraient possiblement pertinents. Donc, juste en regardant la fréquence, puis c'est un survol là, très, très, très superficiel, là, mais ce qui sort jusqu'à date, là, en termes de citations différentes, là, il y en a plus que 900 pour les intervenants, puis plus que 1500 là, pour les patients et familles. Donc, la communication, ça sort vraiment très haut dans ce que les gens nous disent, c'est important. Ce qu'on voit aussi, le soutien aux proches, ça sort très rapidement là, au niveau des verbatims là, des participants. Soins infirmiers, c'est sorti jusqu'à maintenant au niveau des patients. On l'a vu, mais plus loin quand on a regardé les entrevues avec les intervenants. Donc là, pour vous donner un petit exemple de la communication, donc le professionnel de la santé nous dit bien, c'est important d'en discuter, que les gens sur le terrain soient capables de communiquer entre eux pour travailler ensemble. Et un proche qui nous dit bien, parce qu'on est assis avec l'infirmière, les préposés, le médecin aussi, on fait des communications, la famille, puis ça a bien aidé. Donc, c'est vraiment important pour eux, ce volet-là. Puis ça, c'est pas quelque chose qu'on pouvait analyser dans la base de données. C'était pas une donnée qu'on avait collectée. Donc, au niveau de vivre seul, c'est un facteur qui est très important, là, qui sortait très, très fort au niveau des analyses de la base de données. Puis il y a beaucoup de congruence avec les entrevues. Donc, un patient qui nous dit bien, j'ai demandé l'aide à mourir à domicile. Ça va être difficile parce que moi, je suis tout seul. J'ai une copine qui reste ici, elle vient me voir de temps en temps, mais elle est handicapée, elle est en fauteuil roulant. Ça fait qu'elle ne peut pas beaucoup m'aider. Elle m'aide moralement, c'est sûr. Puis moi, j'ai trouvé ça extrêmement... à lire ce verbatim-là, j'ai trouvé que ça résonnait beaucoup là, à mes oreilles. Puis quand on parle avec les professionnels de la santé, les gens nous disent, bien, vivre seul à la maison, c'est un gros frein au niveau du décès à domicile. Et un proche qui disait, bien, la personne qui doit avoir son entourage, comme la famille, si la personne n'en a pas, il n'y a pas de choix que d'aller en CHSLD. Fait qu'il y a vraiment une très grande congruence là, dans les données de ce côté-là. Où il n'y a pas beaucoup où il semble avoir une divergence dans les sources de données, parce que c'est un devis mixte. Au niveau soins infirmiers, ce n'est pas quelque chose qui sort de statistiquement significatif. Les gens en reçoivent beaucoup, mais quand on a fait les entrevues avec les participants, tant au niveau des professionnels de la santé que des patients, les gens nous disent que c'est important, cet appui-là, donc d'avoir une infirmière. Donc, l'infirmière est vraiment centrale dans l'équipe. Elle connaît les patients, elle est au chevet. Donc, quand les soins deviennent plus intenses pour la famille, c'est souvent les préposés qui permettent à la famille de prendre du répit. Et aussi, un patient qui disait, bien, l'infirmière vérifie beaucoup les médicaments. C'est une fonction importante. Puis pour moi, bien, ça change souvent. On se trompe facilement. Donc, elle apporte des corrections, puis c'est des différences importantes. Donc, pour eux, de ce côté-là, c'est vraiment quelque chose qui ressort comme étant plus important que ce qu'on pouvait envisager de seulement d'analyser la base de données. Donc, au niveau de points, là, où on en est rendu jusqu'à date dans le projet, là, il y a quand même une grande convergence entre la base de données, les analyses quantitatives et les qualitatives, où il semble avoir des divergences, c'est surtout au niveau soins infirmiers. On veut encore recruter des patients, donc des gens qui ont différentes conditions de santé, entre autres des insuffisances rénales, par exemple, des insuffisances respiratoires ou encore l'insuffisance cardiaque, pour être capable de comprendre est-ce que leur perspective à eux, elle est similaire ou elle est vraiment différente des autres. Puis, on commence aussi à avoir dans les entrevues là, des indicateurs pertinents pour les intervenants, les patients, les familles, les décideurs, donc des choses qui émergent au niveau de la satisfaction, l'utilisation de l'urgence, un sentiment aussi de se sentir plus en sécurité à la maison parce qu'on a ces appuis-là. Puis, au niveau d'utilisation de ces données-là, où c'est important comme équipe de recherche et de groupe qui travaillent avec
le milieu. Ça a été beaucoup de discussions avec les équipes, par exemple avec la SPAD, pour vraiment s'assurer que, est-ce qu'on avait le type de données qu'on espérait au niveau des analyses? Est-ce qu'on allait être capable de, par exemple, recruter des patients et des familles qui sont dans des situations qui sont fort difficiles pour faire des entrevues? Et c'est des collaborations donc qui se sont installées depuis un bon moment, parce qu'on a commencé à travailler sur le projet à peu près un mois avant que la COVID arrive. Donc, ça fait un petit moment, mais il nous reste encore du travail à faire. Et ce lien-là avec la Société Soins palliatifs est vraiment un lien privilégié pour qu'on puisse avoir aussi la bonne interprétation de ce qu'on comprend au niveau des chiffres, mais ce qu'on comprend aussi quand on fait des analyses, des entrevues. Fait que je vous dirais que ça fait le tour de ce qu'on avait pour vous jusqu'à maintenant, puis ça va nous faire plaisir éventuellement de revenir faire les constats qui seraient plus définitifs là, au niveau de nos analyses. Puis je vous remercie beaucoup de votre écoute.